Alors, c'est une vidéo que je fais avec Michael et c'est pour parler d'un sujet important qui est, on pourrait dire, pourquoi est-ce que quand on traite de l'information sonore, on s'y prend d'une façon qui n'est pas la même quand on fait de l'image ou de la vidéo. En ce qui concerne l'anti-aliasing surtout, quoi. Mais... C'est un peu vague, hein, c'est un peu générique. Non, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. On peut s'y prendre de la même manière, mais on n'obtient pas des résultats. Ça dépend de la perception. Je pensais que c'était surtout de l'audio dont on allait parler, en particulier de la synthèse de la Game Boy et des choses comme ça. Mais tu voulais parler de la vidéo. Peut-être on peut commencer avec, je crois que c'est un projet que tu avais eu il y a longtemps, qui était, dans mes souvenirs, c'est une émulation de la Pola, c'est ça. Ou une, ouais. De la puce de l'Amiga. C'est de la puce de l'Amiga, ouais. C'est ça. Et en fait, la puce de l'Amiga, elle est un petit peu spéciale. Alors maintenant, on n'est peut-être pas obligé de parler de Pola parce que c'est quelque chose d'un petit peu spécial. Elle fait du sampling, la puce de l'Amiga, mais elle rejoue les samples de manière assez spéciale. Ça se généralise assez bien à tout ce qui fait des ondes carrées aussi. Et donc du coup... le problème va se poser de la même manière lorsque tu veux émuler de la Game Boy, lorsque tu veux émuler de l'Atari, ou toutes les puces qui font des ondes carrées. En fait, la question c'est comment est-ce que tu fais pour rejouer le son de ces puces sonores pour l'émuler de la manière la plus précise possible sur une carte son classique, une carte son PC à 44 kHz. Parce que la Pola, elle fait, je sais plus combien, mais elle fait pas 44. Elle fait 3,5 MHz. 3,5 MHz, donc ça fait 100 fois ce que font nos cartes son. C'est ça, voilà. C'est beaucoup plus précis. Tu peux pas lui demander de jouer un son à 3,5 MHz. Parce que le bus mémoire il va saturer et tu peux pas. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est spécifier la fréquence d'échantillonnage avec une précision correspondant à un pas de 3,5 MHz. C'est-à-dire que tu peux jouer un son, par exemple, si tu fais un pas qui fait 100 samples, ça va te faire du 35 kHz. Mais si tu fais 101 samples, ça va te faire du 34,9 kHz, chose comme ça. Tu as énormément de pression en fait, beaucoup de précision, je veux dire, dans la fréquence d'échantillonnage que tu utilises pour rejouer ton sample. C'est comme ça qu'ils font des notes, tout simplement. Ils changent en temps réel la fréquence d'échantillonnage lorsqu'ils rejouent le sample. Ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qui se fait sur PC, parce que la fréquence d'échantillonnage sur PC, elle ne change pas, elle est fixe à 44 ou 48 kHz, et tu es obligé de faire une tambouille au niveau soft pour rééchantillonner les instruments quand tu veux jouer différentes notes. Parce que la longueur d'onde de la note, elle va jamais correspondre exactement à un nombre entier de samples. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça. C'est que bien sûr, lorsque tu as un instrument dans un fichier mode Amiga, la plupart du temps, tu as un seul sample et tu rééchantillonnes ce sample pour faire toutes les notes. Tu peux en utiliser plusieurs si tu as besoin. Il y a certains instruments qui passent assez mal. Par exemple, le piano, si tu rééchantillonnes du piano, ça s'entend assez rapidement que c'est pas naturel. Donc souvent, il faut utiliser plusieurs samples pour ça. Mais pour la plupart des instruments, tu as un sample, et simplement en rééchantillonnant ce sample, tu vas faire toutes les notes. Et sur Amiga, c'est la puce sonore qui fait ça en hard, c'est-à-dire qu'elle va changer la vitesse à laquelle elle va jouer l'échantillon, avec, encore une fois, cette précision qui permet de faire des notes très précises. Donc cette précision de 3,5 MHz dont je parlais.
Et quand tu veux rejouer ça sur PC, le problème, c'est que si tu veux utiliser un sous-multiple de ta fréquence d'échantillonnage de la carte son, si par exemple tu es à 44 kHz, si tu dois jouer ton instrument à 22,5 ou à 11,25 kHz, c'est facile. Il suffit de dire, je vais jouer 2 samples identiques, et puis ensuite 2 samples identiques, ça divise par 2, ou alors 4 samples identiques, 3. Quand tu fais un multiple de ta fréquence d'échantillonnage, c'est facile, mais ça te donne très peu de précision. Ça se produit très rarement que lorsque tu as besoin de jouer une note, ça corresponde précisément à un seul multiple. Ça, ouais. Et donc du coup, ce que tu es obligé de faire, c'est de faire un système de rééchantillonnage qui va faire de l'entre-deux. Donc du coup, qui va te jouer par exemple 3 samples, puis 2 samples, puis 3 samples, puis 2 samples, etc. Et quand tu fais ça, tu introduis des défauts qui sont de l'aliasing. Systématiquement, tu vas... On entend implicitement le fait qu'il y a 4400 qui est là et qui nous fait... ça fait comme si on rajoutait un tout petit... C'est ça. Une toute petite pulse à un endroit à un autre, quoi. Et toi, donc ce que tu avais fait, c'était... Alors moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'était sur Atari ST. Mais bon, ça marche de la même manière sur PC. C'était 4400 aussi, l'Atari alors en l'occurrence, c'était moins que ça. Sur l'Atari, j'avais une fréquence de replay qui était à 32 kHz, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et donc du coup, lorsque j'avais fait ça, j'avais fait une première version qui simplement faisait ça, c'est-à-dire gardait... En fait, il y avait un petit compteur, ce qu'on appelle un système de virgule fixe, tu sais. Genre, si tu dois rééchantillonner ton sample et que chaque sample doit durer 1,2 samples. À ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un petit compteur en virgule fixe, où il va y avoir la partie entière, le 1, et la partie fractionnaire, le 0,2, que tu ajoutes à chaque fois. Et tu prends que la partie entière, donc ça fait 1,2, tu prends 1, 2,4, tu prends 2, 3,6, tu prends 3, si tu rendis au plus bas, puis 4,8, et puis ensuite ça va te faire 6. Et là, du coup, toc, tu sautes à 6. Donc du coup, ça va te prendre un sample, un sample, un sample, un sample, et puis ça va t'en mettre 2 quand tu vas passer de 4,8 à 6. Là, tu vas avoir 2 samples qui se dupliquent. Quand j'avais fait ça, je m'étais immédiatement rendu compte que ça introduisait une sonorité qui était très désagréable. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était l'aliasing et tout ça, mais j'avais tout de suite constaté que ça faisait une sonorité qui était très, très agressive. Et ensuite, la deuxième chose que j'avais faite, je m'étais dit, quand je fais ça, visiblement, c'est ce qu'on appelle du sample and hold, c'est une première approche qui est un petit peu basique. Je m'étais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'interpolation linéaire, ça va être mieux. Et lorsque j'avais fait l'interpolation linéaire, j'obtenais encore de l'aliasing, mais on l'entendait beaucoup moins. Mais en même temps, ça transformait le son, et il était très, éloigné de ce que faisait l'Amiga. L'Amiga, lui, fait du sample and hold, c'est-à-dire que quand tu prends un sample et que tu le joues très grave, il ne va pas interpoler les samples, il va juste garder le même sample. Mais là, on est en train de parler de... admettons que le sample, ce soit une pulse, donc il y a juste 1 moins 1, on va dire. L'interpolation dont tu parles, là, c'est une interpolation qui serait genre entre le 4,8 et le 2, tu mettrais une sorte de rampe qui retournerait à 1 parce que c'est entre les deux, quelque chose comme ça, ou ça... oui. Enfin non, c'est peut-être pas... Si. Effectivement, c'est ça. Alors, il faut que je me rappelle un petit peu parce que c'est un peu loin. Mais effectivement, tu as raison. Si tu prends un même pulse et que tu appliques une interpolation linéaire de manière classique, tu vas faire une interpolation linéaire entre le 1 et le moins 1. Et donc du coup, tu vas te retrouver avec une onde triangulaire.
Moi, effectivement, c'est pas ce que j'avais fait, t'as raison. Ce que j'avais fait, c'était que je faisais juste une interpolation linéaire sur la partie qui posait problème. C'est-à-dire, je faisais du sample and hold normal, et puis à un moment donné, lorsque je devais passer d'une valeur à la valeur suivante, je regardais où était ma position fractionnaire, et à ce moment-là, je faisais une interpolation linéaire sur ce truc-là. Parce que, en fait, c'est comme si tu samplais quelque chose qui correspond à la fin on va dire, du haut de la pulse, puis qui va vers la fin, et tu fais la moyenne de ça, j'imagine. Ouais. Et ça me donnait pas... Alors, ça conservait la majeure partie de la sonorité de l'Amiga, parce qu'il y avait toujours du sample and hold, mais ça faisait pas disparaître l'aliasing, et puis en plus ça transformait le son quand même. Donc, bon, à l'époque, quand je faisais... L'Amiga faisait pas du tout d'interpolation. Non. Ah ouais, c'est drôle. Pourtant, ça sonne quand même assez smooth, l'Amiga, non? Oui et non. Si tu samples le son de l'Amiga et que tu le passes dans un spectromètre, tu vas voir que... Non, mais peut-être qu'il faisait peut-être de l'interpolation C'est-à-dire, j'ai enregistré un piano, admettons, j'ai enregistré une note aiguë de piano et je veux la jouer dans le grave. J'imagine qu'il va faire de l'interpolation entre les samples enregistrés, entre les samples de l'enregistrement, mais peut-être pas... non. Non, même pas. Non, il fait pas d'interpolation linéaire. Du tout. Non, pas du tout. Donc en fait, ce qui se passe, on a l'habitude, nous, lorsqu'on utilise des algorithmes de resampling, par contre, il faut que je me casse devant la caméra, parce que j'ai tendance à sortir du champ tout le temps. Moi, je me suis reculé, parce que sinon, t'as pas la lumière. Mais c'est juste... C'est bon. On a l'habitude, en utilisant des algorithmes de resampling, effectivement, quand tu prends une note... Enfin, quand tu prends un sample et que tu l'allonges énormément, de faire de l'interpolation tout le temps. La puce de l'Amiga fait pas d'interpolation du tout. C'est-à-dire que si tu prends une note et que tu fais quelque chose de très grave avec, tu vas entendre des aigus spécifiques qui sont toutes les petites marges d'escalier que tu as dans le sample. Il n'y a pas d'interpolation linéaire dans l'Amiga du tout. Ok. De la même manière que quand tu fais des ondes graves sur une puce qui fait des ondes carrées, ça reste des ondes carrées. Enfin, sauf sur la NES, qui elle a les ondes triangulaires qui sont quelque chose de spécial, parce que c'est des ondes triangulaires, mais avec des marges d'escalier. C'est vraiment un son très spécifique à la NES, ça. Mais non, l'Amiga fait pas d'interpolation du tout. Et... Peut-être qu'en fait, c'est mes lecteurs de mode ou je sais pas quoi qui sont pas fidèles et qui font de l'interpolation. C'est possible. C'est pour ça peut-être que j'ai l'impression que j'écoute pas sur un vrai Amiga. C'est assez probable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je faisais ça sur mon Atari, je comprenais pas exactement pourquoi le résultat que j'obtenais correspondait pas au son de l'Amiga. Et puis quelques années après, j'ai découvert la théorie du signal, la transformée de Fourier, puis les convolutions et tout ce qui va avec. Et c'est là que j'ai compris que ce qu'il n'y avait pas en fait. Parce qu'en fait, tout ce que je faisais, ça peut se comprendre tout simplement en termes de convolution. Lorsque tu fais une interpolation sample and hold, ça correspond à faire une convolution avec un pulse. Quand tu fais une interpolation, oui, quand tu fais donc pas d'interpolation, ça correspond à faire une convolution avec un pulse. Un pulse qui fait juste 1 autour de 0 horizontalement. Enfin, ça, si tu veux, on peut essayer de détailler un peu, mais il faudrait faire un petit peu des dessins parce que ce serait plus facile. Et alors moi, ce que je faisais, effectivement, qui était de faire une interpolation linéaire juste sur la petite partie qui posait problème,
ça correspond à faire une convolution avec un triangle. Qui fait juste la taille de 2 samples. Juste la taille de 2 samples, c'est ça. Exactement. Et donc du coup, à partir du moment où tu comprends que toutes les opérations que toi tu comprends en tant que interpolation linéaire ou simplement prendre la valeur la plus proche ou des choses comme ça peut se comprendre en termes de convolution, immédiatement, tu peux savoir quel impact ça va avoir sur les fréquences. Parce que l'intérêt principal de la transformée de Fourier, qui te permet de passer de l'espace temporel à l'espace des fréquences, c'est que quand tu fais une convolution dans l'un, ça correspond à une multiplication dans l'autre. Donc du coup, c'est là que j'ai compris que moi, lorsque je faisais ma petite interpolation linéaire, avec mon triangle, ça correspondait dans l'espace des fréquences à une multiplication avec la transformée de Fourier du petit triangle, qui effectivement atténuait l'aliasing, parce que la fonction en question, elle tend vers 0. Elle fait un petit peu des vagues, mais elle tend vers 0. Mais quand on parle de convolution, là, c'est une façon de dire, l'opération, c'est on va prendre chaque sample un par un. Alors non, là on parle de convolution théorique. C'est-à-dire, quand tu fais la transformée de Fourier, tu peux considérer la transformée de Fourier sur des espaces continus. Mais tu peux considérer la transformée de Fourier sur des espaces discrets. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, je parle de la chose la plus simple, d'un point de vue mathématique, qui est la transformée de Fourier sur un espace continu. Mais c'est comme ça que tu comprends ce qui se passe au niveau des fréquences, et ensuite ça se traduit par quelque chose que tu vas faire de manière discrète. Ouais, mais même, donc ok, c'était continu, mais admettons qu'on le fasse de façon discrète, c'est juste l'opération de convolution. Oui, c'est ça. Là, j'ai mon sample. Oui. J'ai le sample, on va dire en entrée, oui. qui est sample and hold par défaut, on va dire. Mm-hmm. Et la version interpolée de ce sample, c'est le sample multiplié par les samples qui sont autour, eux-mêmes multipliés par la forme de la fenêtre. C'est ça ? Non, c'est la somme. Tu tu positionnes l'onde avec laquelle tu fais la convolution sur le sample qui t'intéresse. Tu fais le produit de chacun des samples avec le sample de l'autre, et ensuite tu fais la somme de tout. Ouais. Le produit de la fenêtre par le sample en entrée, de chaque sample en entrée. Alors le problème c'est que sample, il y a du signal. Voilà, on va dire. Tu as le signal source, tu as le signal de convolution, tu vas multiplier chaque sample des deux signaux entre eux, et tu vas faire la somme de tout. Ouais, c'est ça. Et ça donne la sortie. Ça te donne la convolution, le résultat. Okay. Et donc, t'en étais à dire que toi, ce que tu faisais, c'était un triangle. Mm-hmm. C'est ça. Mais dans ta version finale de l'émulation, c'était un cinch ou un truc comme ça. C'était un sync. Ouais. Parce que en fait, l'idée, c'est que lorsque tu veux arriver à reproduire le son de l'Amiga ou le son de n'importe quelle puce de la manière la plus fidèle possible, tu sais que quand tu joues un son à 44 kHz, tu peux pas reproduire des fréquences qui sont au-dessus de 22 kHz. Tu peux représenter que des fréquences qui sont en dessous de la moitié de ta fréquence d'échantillonnage. Donc l'objectif, quand tu veux émuler de la manière la plus fidèle possible une puce, qui elle va avoir des harmoniques qui sont bien au-delà de la moitié de ta fréquence d'échantillonnage, ce que tu veux faire, c'est dire, je veux que tout ce qui est en dessous de ma fréquence d'échantillonnage, ce soit exactement les bonnes valeurs, et puis il n'y a rien après. Parce que c'est ça le principe de l'aliasing. Le principe de l'aliasing, c'est que si tu fais ça bêtement, on va dire par exemple, tu prends une onde carrée. Une onde carrée, qui a une fréquence f, ça la fondamentale, la première harmonique qui a une certaine amplitude, et puis ensuite tu as la troisième harmonique à un tiers de l'amplitude, la cinquième harmonique à un cinquième de l'amplitude, septième à un septième de l'amplitude, et comme ça jusqu'à l'infini. Donc ça veut dire que des harmoniques, tu en as une infinité. Le principe c'est une onde qui, comme elle est infiniment
droite, lorsque ça passe, tu as une infinité de fréquences à l'intérieur. Si tu prends une onde carrée et que tu l'échantillonnes bêtement, c'est-à-dire que simplement tu dis je vais simplement prendre les échantillons qui sont à 1, et puis quand elles passent à 0, ensuite je prends les échantillons à 0, etc. Ce qui va se passer, c'est que tu vas introduire de l'aliasing, et l'aliasing c'est quoi? C'est toutes les harmoniques qui sont au-dessus de la moitié de ta fréquence d'échantillonnage, elles vont se retrouver repliées à l'intérieur de ta zone, ta zone fréquentielle entre 0 et la moitié de ta fréquence d'échantillonnage. Donc, d'une onde qui, en théorie, a un ensemble d'harmoniques comme ça qui vont jusqu'à l'infini, tu vas te retrouver avec une onde qui a les mêmes harmoniques jusqu'à la moitié de ta fréquence d'échantillonnage, et puis ensuite, pouf, tu te retrouves avec des harmoniques qui repartent dans l'autre sens, qui arrivent à 0, qui repartent dans l'autre sens, etc. Ça, tu le vois sur un spectromètre. Je vais démarrer genre live, et puis on va mettre un beat crusher, et je pense qu'on va voir... Bon, le temps que live démarre, on a 5 minutes, je crois. Tu veux du café? Je mets une courbe carrée. Ouais. Mais pas trop fort. Ouais, je vais baisser... Et tu balances ça dans un spectromètre. Hop. Voilà. Parfait. Ça c'est pas mal. Alors là c'est à 100 Hz ou je sais pas, 100 Hz. On voit qu'il y a pas 200 mais il y a 300, 500, 700, etc. C'est ce que tu décrivais. Ça. C'est ça, c'est les harmoniques. Maintenant, je vais mettre, je pense, du beat crusher pour simuler... Pour simuler une fréquence d'échantillonnage plus faible. Ouais. Ouais. Je mets là et je baisse ça. Ah, c'est pas hyper visible, mais on le voit, le repli dont tu parles là. C'est... Genre là, ouais. Le mieux, tu sais quoi? Ce serait que tu touches pas à ta fréquence du beat crusher, mais que tu changes la fréquence que tu fasses un sweep, que tu fasses monter la fréquence de ton son. Admettons que je mets le beat crusher à 500. Voilà. Et ça, je le bouge. Ouais. Ouais. Voilà, c'est là, ça. On voit que plus je le monte, plus il y a quelque chose qui descend. Enfin, il y a des choses qui montent et des choses qui descendent. Parce qu'en fait, ce qui se passe, comme je te disais, c'est que tu as les harmoniques qui vont rebondir, entre guillemets, sur ta fréquence d'échantillonnage et qui vont repartir dans l'autre sens. Et donc, du coup, quand tu as habituellement un son qui monte, quand il y a un glissando vers le haut, tu as toutes tes harmoniques qui vont vers les aigus. Mais si tu as de l'aliasing, tu vas avoir les harmoniques qui vont vers les aigus, et puis tu as les harmoniques aliasées qui vont retourner vers les graves, et qui vont rebondir sur 0, et qui vont repartir sur les aigus. Et donc du coup, tu as un gros merdier d'harmoniques dans tous les sens, et en particulier, tu as des harmoniques qui vont en sens inverse. C'est quand on... Ce qui se passe, c'est quand on a une fréquence qui est la fréquence limite, quoi, enfin celle de mon beat crusher là, si je la dépasse, dans le sens de la vidéo, ce sera... Si je vais plus haut... Il y a aussi quelque chose qui va plus bas. Et plus je vais haut, plus il y a quelque chose qui va est symétrique. Quoi. Enfin, si tu pars conceptuellement d'un signal continu qui a une infinité de fréquences, ce signal va être replié et va faire des allers-retours. Et donc du coup, tu vas non plus avoir des harmoniques qui sont au-dessus de ta fréquence d'échantillonnage, mais des harmoniques, ce qu'on appelle un alias, qui est une harmonique fantôme qui va dans l'autre sens. Tu vois, t'imagines, t'as un champ de fréquence infinie, tu prends ce champ de fréquence infinie et tu le replies à l'intérieur. Et tu le replies encore, et tu le replies comme ça. Tu peux comme ça rentrer une infinité de fréquences à l'intérieur de ta zone entre 0 et 22 kHz. Je comprends que tu le replies, mais pourquoi tu le replies une deuxième fois, une troisième fois? Parce que... Genre là, je le replie de 500, enfin je remplis ce qui est au-dessus de 500, en dessous de 500, et ce serait 0. Oui, c'est ça? Absolument. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Okay. Ouais, ça c'est plus rare. Si tu veux essayer de le comprendre un petit peu plus facilement, ce que tu peux faire, c'est utiliser tout simplement une seule fréquence.
Tu prends une sinusoïde. C'est ce que j'ai fait là en fait. Pendant qu'on parlait, j'ai exporté. D'accord. Je sais pas si ça se voit toujours. Bon, ça c'est le carré qui monte sans aliasing. D'accord. Ça c'est le sinus tout seul qui monte. Ouais. Et là c'est nous, mais et ça, donc là ce dont tu parles en ce moment, c'est ça, c'est le sinus avec le bit crusher. Alors, ce qui me paraît un peu surprenant, c'est que le bit crusher, visiblement, il introduit des artefacts qui vont au-delà de l'aliasing. Parce que ce que tu devrais voir, c'est tout simplement la partie basse, en fait. Ouais, je suis d'accord. Là, il ne devrait pas y avoir ça ici. Voilà, tout ce qui est, voilà. Mais tout ce qui se trouve en bas de la fenêtre, où tu vois que ça monte, et puis après ça se met à redescendre, ça rebondit à zéro, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, c'est ça que tu devrais obtenir si tout simplement tu échantillonnais un sinus qui va jusqu'à, on va dire, en l'occurrence, je sais pas, mais à 2 kHz, si tu l'échantillonnes à 300 Hz, ça va faire ça. Je vais regarder qu'est-ce qui peut créer ça. Je sais qu'il y a des filtres là, mais je les ai pas activés. Il y a une bit réduction, mais c'est bizarre. Tout simplement un rééchantillonneur. Si tu peux lui dire de faire du rééchantillonnage sans filtre du tout, c'est ce qui va se produire. Faire ça, ce serait de prendre ça et de demander à Audition de le filtrer. De le rééchantillonner, mais j'ai peur qu'il te laisse pas le choix. Alors, admettons que je le resample en genre 6000. Ouais. Et il y a ça, je l'enlève, hein. On est d'accord ? Oui. Quality va savoir ce que ça veut dire. J'essaye comme ça. Ouais, mais à mon avis... Ah si, enfin... Je sais pas. Je suis pas sûr. Attends, tu l'as échantillonné à combien ? Tu l'as rééchantillonné à combien ? À 6000. Ah non, mais je rééchantillonne le plus bas que ça. Ouais. Je te l'échantillonne, non, à 300. 300 ? Ouais. Ok. Ouf. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc on voit que le sinus il monte, et effectivement, à partir d'un moment, ça redescend et ça remonte. On voit pas bien ce qui se passe. Mais... On voit pas très bien ce qui se passe, non. Je vais peut-être essayer un petit peu plus haut. 1000. C'est juste pour que visuellement on puisse voir. Ouais, ok. Il m'a mis un filtre là. Non, il m'a pas mis de filtre. Il t'a probablement. Voilà, bon. Alors là, c'est pas mal. Quality, là, on voit bien. Là, c'est pas mal. Donc, c'est-à-dire, le sinus il monte. Et à un moment, parce que je lui ai demandé de s'arrêter à 600 Hz ou je sais plus combien, il redescend, il remonte, il redescend. C'est ça. Et implicitement, ça continue. Enfin, si on n'interpole pas les samples qui sont joués, j'imagine que ça continue à monter en même temps que ça redescend, non ? Je crois pas que je puisse simuler ça. Ben non. En fait, non. Quand tu fais cette opération de ressemblage, tu vas prendre ton signal original et comme je te disais, tu replies. Il reste pas quelque chose au-dessus. Il reste rien au-dessus. Tu lui demandes d'échantillonner à, on va dire 300 Hz ou 600 Hz. Un signal qui est échantillonné à 600 Hz ne peut pas contenir de signaux qui sont au-delà de la moitié de la fréquence d'échantillonnage de 300 Hz. Oui, c'est vrai. Ouais. Maintenant, ce signal que tu as échantillonné à 600 Hz, si tu le rééchantillonnes à quelque chose de plus élevé, là oui, potentiellement, tu peux te retrouver de nouveau avec des choses au-dessus, etc. Ouais. Mais de manière théorique, tu n'as rien au-dessus parce qu'un signal échantillonnage 7 vitesses ne peut pas représenter les fréquences qui sont au-dessus. Ouais, c'est vrai. Mais comment ça se fait que... Moi, j'avais des souvenirs de... Mais c'est peut-être une erreur de ma part. Quand on faisait une FFT sur un signal, on voyait... Si je représentais le... Alors, je sais plus trop comment, hein, mais... Je représentais la FFT, je sais que si j'essayais de représenter ce qu'il y avait au-dessus de la fréquence à laquelle c'était samplé,
Vous voyez le signal inversé symétriquement, tu vois de quoi je veux parler? C'est une illusion ou c'est... Non. C'est... lié à la manière dont tu vas rééchantillonner ton signal à une fréquence plus élevée, grosso modo. L'idée, c'est que tout ce dont on parle là, c'est systématiquement le jeu qui se produit lorsque tu passes d'un signal continu à un signal discret, et vice-versa. Le signal continu, c'est impossible à représenter avec un ordinateur, enfin très difficile à représenter avec un ordinateur. Un ordinateur, lui, il gère que des signaux discrets qui sont des suites de nombres. Mais par contre, le signal continu, l'avantage, c'est que mathématiquement, c'est le plus propre, c'est celui qui se comporte de la manière la plus régulière et tu comprends facilement comment il se comporte. Le signal discret, lui, il a des choses qui sont un petit peu spéciales. Donc, par exemple, lorsque tu as, on va dire, imagine que tu as un signal continu, tu as un son dans l'air. Tu vas enregistrer ce son sur un ordinateur, et ensuite tu vas rejouer ce son à travers tes enceintes. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre un signal continu, tu vas l'échantillonner, ça va devenir un signal discret. Et ensuite, ce signal discret, tu vas le rejouer, ça va redevenir un signal continu. Toutes ces opérations-là, elles doivent se faire d'une certaine manière pour que ton résultat soit bon et qu'il n'ait pas de l'aliasing. Et si tu ne le fais pas, tu obtiens des résultats comme ça. En particulier ce que tu disais, c'est-à-dire quand tu prends ton signal, quand tu vois le spectre de ton signal et que ce spectre il est dupliqué, c'est ce qui se produit lorsque s'il est dupliqué exactement à la même amplitude, c'est ce qui se produit si tu rejoues un signal avec des pulses, si tu repasses un signal discret en continu avec des pulses. C'est-à-dire... en tant que fenêtre. En tant que fenêtre, c'est ça. C'est-à-dire, imagine tu as un signal à 44 kHz, ce que tu vas faire pour prendre ton signal discret à 44 kHz et pour le jouer sur ta carte son, toutes les 44 millièmes de seconde, tu vas envoyer un pulse minuscule à la bonne amplitude. Quand tu fais ça, ça correspond donc du coup à la multiplication de ton signal par un peigne de Dirac, qui correspond à la convolution par un peigne de Dirac dans l'espace des fréquences. Et donc ce qui se passe, c'est que ton signal, qui était bien propre comme ça, va se retrouver dupliqué à l'infini dans les fréquences infinies positives et négatives. Et si, au lieu d'utiliser cette méthode que personne n'utilise, tu fais ce qu'on appelle du sample and hold, c'est-à-dire que tu dis, bon bah voilà, j'ai mon signal échantillonné à 44 kHz, et ben ce que je vais faire, je vais dire à ma carte son, toc, tu prends un sample et tu gardes cette valeur-là, et puis quand tu passes au signal suivant, tu changes la valeur. Ça correspond à faire... Oh, je suis en train de te dire une connerie. Une multiplication... Je suis en train de m'embrouiller, mais grosso modo, ça correspond à faire une multiplication avec une fenêtre carrée, qui correspond à faire une convolution avec des pulses qui vont se diminuer, et du coup, tu vas encore obtenir ces fréquences parasites, donc cette duplication de tes basses fréquences un peu plus loin, mais avec une amplitude inférieure à chaque fois, avec une amplitude, un tiers, un cinquième, etc. Donc en fait, tous ces problèmes se comprennent de manière théorique en termes de convolution et de multiplication quand tu passes de l'espace continu à l'espace discret. Quand tu fais de l'échantillonnage, ça correspond à faire une multiplication avec un peigne de Dirac. Si tu veux. Oui, de toute façon, oui, parce que c'est vrai qu'en fait, tout à l'heure tu disais on peut pas avoir des fréquences supérieures à... La moitié de la fréquence. Mais en fait, si on fait un pulse qui a cette fréquence d'échantillonnage, le pulse il a des harmoniques, donc il y a quand même potentiellement des... Si c'est pas filtré à la sortie ou quoi, c'est ça. Y a quand même donc tout ça c'est la partie théorique de comment est-ce que ça se passe avec la transformée de Fourier, tout ça. Bon, ensuite la réponse
la réponse à tous ces problèmes-là de tonnerre, elle est simple. Il faut utiliser un filtre lorsque tu vas passer du continu au discret, et il faut utiliser un autre filtre, le même, mais enfin je veux dire, aussi utiliser un filtre lorsque tu vas repasser au continu. Il y en a un, ça s'appelle le filtre d'échantillonnage, et l'autre, ça s'appelle le filtre de reconstruction. C'est en fait plus ou moins, je pense, ce qui est là, derrière, ça là. Enfin, eux, quand ils ont... Alors bon, leur bit crusher, visiblement, il y avait des trucs qui fonctionnaient bizarrement, mais... Le but du bit crusher, c'est justement de pas faire ces choses-là pour que ça donne un effet. Ouais, mais ils ont rajouté un truc là, filter pré et post, et ça, de ce que je comprends, c'est ça shift, enfin ça... Le filtre, la fréquence du filtre dépend de la fréquence qu'on le donne là, et on peut lui demander de mettre, je crois que ça c'est 1 octave plus haut, 2 octaves plus haut, etc. De ce que j'ai compris. Mais on voit, ça fait ça. Enfin, je le mets un peu plus fort. Ça c'est le filtre en sortie, enfin en reconstruction, et ça c'est le filtre d'échantillonnage. Ouais. D'accord, ok, c'est ça. Ça sonne c'est drôle, hein, j'aime bien. Enfin, et je suppose que ça c'est le... Oui, c'est le post. Lui il change pas de fréquence. Enfin, le filtre en entrée... Le filtre en entrée c'est un sync aussi. Enfin, dans les deux cas c'est des syncs et ça... Dans les deux cas, ton objectif, c'est d'avoir le filtre le plus fidèle possible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il te conserve autant que possible les fréquences qui sont inférieures à la moitié de ta fréquence d'échantillonnage inchangée, et que, autant que possible, il élimine tout ce qui est au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle un brick wall filter. C'est un filtre qui va être à 1 idéalement, qui va être à 1 jusqu'à la moitié de ta fréquence d'échantillonnage, et qui ensuite va tomber à 0. Dans la pratique, tu peux pas faire un filtre qui soit parfait comme ça. Ouais. Donc ton objectif, c'est d'essayer de faire un filtre qui sera le plus proche possible de ça, et ça te permettra, et c'est pour ça d'ailleurs que tu te gardes un petit peu de marge lorsque tu travailles avec des samples, enfin quand tu travailles avec des signaux discrets. Si tu sais que l'oreille humaine elle entend jusqu'à 20 kHz, tu te gardes un petit peu de marge. À 44 kHz, tu peux aller jusqu'à 22 kHz, parce que justement ça te permet d'avoir un petit peu d'espace pour implémenter ton filtre au-dessus. Voilà, tu sais que tu pourras avoir tout ce qui est en dessous de 20 kHz qui sera à 99% bon, et puis ensuite tu as les 2 kHz qui restent pour amener tout ce qui est à ta fréquence d'échantillonnage à 0. Ouais. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que autant dans les cartes son et dans tout ce qui consiste à prendre des signaux continus et à les passer en discret et ensuite les repasser en continu, ça fait longtemps que tout le monde sait comment ça marche et que c'est censé fonctionner comme ça. Ouais. Mais quand tu as 16 ans et que tu essayes de jouer des modules Amiga sur ton Atari, tu comprends pas que c'est la même chose en fait. Tu fais du rééchantillonnage. C'est-à-dire que, pourtant, tu travailles qu'avec des signaux continus à la base, avec des signaux discrets, puisque toi, de toute manière, tu enregistres rien avec un micro. Bon, à la fin, tu sors quelque chose sur tes enceintes, mais c'est tout du logiciel et c'est tout. Tu manipules que des signaux discrets. Ouais. Mais quand tu fais du rééchantillonnage, il faut penser en termes de, à un moment donné, j'ai quelque part, en théorie, un signal continu qui correspond à mon signal discret, et je veux changer de manière continue cette fréquence d'échantillonnage. Ouais. Et donc, du coup, conceptuellement, tu as un signal discret en entrée, tu as un signal discret en sortie, mais entre les deux, tu vas passer conceptuellement en continu. Et donc, du coup, quand tu fais cette opération, tu es obligé d'appliquer un filtre et d'appliquer un deuxième filtre. Et quand tu fais simplement une interpolation linéaire, ça correspond à un filtre, c'est juste que c'est pas le bon. Quand tu fais de l'interpolation linéaire, encore une fois, tu vas faire un filtrage avec une convolution avec une onde triangulaire qui va diminuer la quantité d'harmoniques qui vont passer à travers ton filtre, mais qui vont pas les éliminer, et qui vont aussi éliminer des harmoniques que tu veux conserver. Ah ouais. Ben oui, parce qu'en fait ton filtre, au lieu d'être comme ça et puis de tomber à 0, il va baisser. Il va baisser plus vite, et donc du coup il va t'enlever des hautes fréquences. Moi c'est ça que j'avais constaté lorsque j'ai commencé à faire mon interpolation linéaire sur l'Atari, c'est que non seulement les défauts
ils étaient moins présents, mais ils étaient toujours là. Mais en plus, le son était transformé, et il manquait des hautes fréquences qui, je savais, étaient censées être là dans le son de l'Amiga. Donc, clairement, il y avait un truc qui fonctionnait pas, je comprenais pas pourquoi. Enfin, maintenant, je comprends. Simplement, j'utilisais pas le bon filtre. Si tu veux utiliser le bon filtre, effectivement, il faut faire... Enfin, il y a plusieurs manières de le faire, mais de manière générale, il faut faire une convolution avec un sync, qui est donc cette fonction sinus... je sais plus pourquoi ça s'appelle sync, c'est sinus quelque chose. La formule, c'est 1 sur... c'est sinus x sur x. Ouais. Et ça correspond, quand tu fais la convolution avec ça correspond à une multiplication par une boîte. Donc ça correspond à un break-wall filter. Alors dans la pratique, tu peux pas faire une convolution avec la fonction sync parce qu'elle est infinie. Donc du coup, oui, ça tend vers 0, mais ça tend vers 0, mais ça arrive pas à 0, jamais. Donc du coup, dans la pratique, il faut appliquer une fenêtre dessus, ou il faut la limiter, mais quand tu la limites, ça transforme ton filtre, etc. Bon, ensuite ça, c'est de la construction de filtres FIR. Ouais. C'est pas très compliqué, c'est qu'à chaque fois tu te dis, bon alors là je multiplie par ça, donc ça correspond à une convolution dans l'autre espace, et là je fais une convolution, ça correspond à la multiplication, et puis au bout d'un moment, voilà, tu te retrouves avec un filtre que tu peux appliquer et qui fonctionne. Moi je me souviens je crois que c'était le Beat Crusher de Renoise qui avait une option pour justement pour faire du triangle comme ça. Tu pouvais interpoler linéairement les samples, mais qui étaient précalculés, donc il les lisait juste et il pouvait interpoler. Et ça m'a toujours un peu frustré de ne pas avoir de genre de VST Beat Crusher qui font de l'interpolation linéaire pour des raisons esthétiques. Parce que ça fait un petit truc sympa, ça fait un tout petit... Enfin, c'est pas aussi hardcore que de faire du sample and hold, mais c'est pas non plus aussi filtré que... Enfin, c'est sûrement ce que tu dis, là, l'espèce de pente. C'est ça. Et j'en ai pas trouvé qu'il fasse ça. J'avais essayé de le faire avec Max, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, parce que il faut interpoler à une fréquence audio, quoi. Enfin, moi, il y a la deuxième partie de ça, c'est comment appliquer ça à l'image. Parce que quand on fait dans Photoshop, on resize une image, c'est un petit peu ça qu'on fait. C'est exactement ça qu'on fait, c'est juste que nos sens ne le perçoivent pas de la même manière, mais c'est exactement la même chose. Mais ça, je me souviens... Bon, je vais démarrer Photoshop pour montrer... Il n'y a pas l'option sync dans Photoshop, mais il y a quelques algos, mais qui sont des algos qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle, quoi. Nearest Neighbor, ce serait l'équivalent... Ce qu'ils appellent Nearest Neighbor, c'est genre juste ça prend la couleur du pixel. Ça, c'est du sample and hold pour le son. Ouais. Et après, ils ont d'autres algos, mais qui ne sont, je crois, que des algos d'interpolation, et pas de... interpolation et convolution, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais, c'est vrai. Mais... Quand tu fais une interpolation, tu utilises un algorithme pour calculer des valeurs entre les valeurs que tu as, pour obtenir des valeurs que tu n'as pas, entre des valeurs que tu as. Mais pas que entre, hein, parce que quand tu fais du cinch, ça... Enfin, tu as deux valeurs, mais ça a une influence sur celle sur le côté. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si Photoshop fait ça. Si, quand tu fais du bicubique ou je sais pas quoi. Du cubique, ça te prend la valeur des pixels qui sont plus loin aussi. Donc en fait, de manière générale, quand tu fais de l'interpolation, 9 fois sur 10, tu appliques une convolution. C'est possible que tu aies des algos d'interpolation qui ne sont pas linéaires, qui correspondent pas à des convolutions, mais la plupart du temps, ça correspond. Là, admettons, je fais une ligne. Je vais peut-être juste resizer cette partie-là. Ça, c'est un truc que je trouve pas terrible aussi dans Photoshop, c'est qu'on peut pas avoir accès à la méthode de scaling directement. Enfin, ou peut-être on peut, mais je connais pas. Mais à chaque fois, je suis obligé d'aller dans ce menu. Donc je me suis mis en Nearest Neighbor, et puis il y a bilinéaire, bicubique, bicubique smoother. Et ça, j'ai jamais trop su ce qu'ils entendent par là. Bicubique sharper et bicubique smoother, bon, ça doit être des petits détails. Alors si je fais genre bilinéaire par exemple, je sais pas si ça il va me le...
Est-ce qu'il va me faire des bords? Ouais, il me fait des bords un peu gris, quoi. Si je fais Nearest Neighbor, il va juste me le mettre en plus gros. Mais toi, ce que tu disais, c'est que, admettons, si Photoshop nous permettait d'avoir... Elle fait bicubique. Bicubique? Ouais, test. Ouais, ok. En principe, tu devrais avoir des bords qui sont plus larges. Ça devrait avoir un impact pas que sur les pixels adjacents, mais sur ceux d'après aussi. Je fais bicubique. Hop. Et là, je te dis, je sais pas, 3 fois plus gros. Je vais mettre une valeur un peu bizarre, comme ça. Hop. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, là, ça fait un dégradé, quoi. Mais ça ne fait pas... Enfin, si on pouvait avoir accès à un algo qui serait Sync ou Sync, Ça ferait des vagues. ça ferait... Ouais, je vais le faire manuellement, là, mais ça ferait un truc du style... Plus sombre, plus clair, plus sombre, plus clair. Plus Ouais, sombre. c'est ça, ouais. Ça ferait... Je vais le simuler moi-même, mais... Non, vas-y, c'est bon. Ça ferait genre... Ça, plus sombre. Enfin, plus clair. Ouais. En fait, il faudrait plutôt que je mette celui-là avant. C'est pas très... c'est pas science exacte, hein. Et puis encore, Comme ça, mais en et fait, encore plus sombre après. Et... Dans l'autre sens plutôt, quoi. Enfin, si je veux... Enfin, en admettant qu'on ait un filtre à 1... Ça devrait faire quelque chose du style 1, 0,1, 0,9, 0,2, 0,8, 0,3, 0,7, et ça devrait tendre vers... Là, je suis un peu plus clair, un peu plus sombre. Un peu plus... En fait, ça tendrait... Mais ce qui est bizarre, c'est que ça tendrait vers... Ah oui, non, ça tendrait vers blanc parce que sur le côté c'est blanc. Oui. Donc ce serait, oui, si, en fait j'aurais dû peut-être mettre un gris. Enfin, ça fait un peu ça. Le problème de l'interpolation quand tu parles d'image, c'est que les couleurs négatives, ça n'existe pas dans les images. Oui, ouais. C'est pour ça que j'aurais dû mettre du gris, quoi. Enfin, ça correspondrait à la ligne de 0 des enceintes, quoi. C'est ça. C'est pour ça que quand tu travailles sur la transformée de Fourier des images, en général, tu utilises toujours des fonds gris, parce que du coup, ça te permet de représenter... Tu considères que le gris, à 50%, c'est ta valeur 0, ouais. Et comme ça, tu peux représenter des valeurs positives et négatives en plus clair ou plus sombre que le gris. Si tu considères que le blanc, c'est ta valeur 0, tu peux pas représenter des valeurs négatives plus blanc que blanc. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est un petit souci que tu as avec les images au niveau de la représentation. Tu as que la moitié en fait de ton espace de couleurs. Alors qu'avec le son, c'est pas le cas. Avec le son, tu as des valeurs positives et négatives. Donc, quand tu as une vague, elle oscille bien autour de ton 0. Ouais, c'est juste que c'est le gris, enfin c'est enfin gris ou je sais pas quelle couleur si c'est en couleur, mais c'est ça. Il faut considérer que c'est bon là j'ai fait blanc donc c'est un peu trompeur, mais ça là c'est l'idée. C'est à peu près ce qui se passerait si Photoshop nous permettait d'utiliser une fonction sync pour faire le filtre. En supposant que enfin je sais pas ce que serait la fréquence du filtre, mais là pour nous c'est 1 ou 2, enfin c'est la longueur d'onde entière c'est 2 pixels, mais peut-être que c'est pas ça la valeur idéale. Je sais pas, c'est quoi c'est un truc de perception, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de voir La valeur idéale correspond à ta fréquence d'échantillonnage, donc ça correspond à la valeur à laquelle tu redimensionnes. Ok, donc si c'est ça en fait. C'est un truc absolu. C'est ça. La fonction sync, si tu regardes sur les valeurs entières, elle vaut 1 à 0, et elle vaut 0 sur toutes les autres valeurs entières. Elle fait 1, ouais. Ensuite elle fait 0 à 1, ouais. Elle fait un petit truc négatif, elle fait 0 à 2, elle fait un petit truc positif 0 à 3, en fait elle vaut 0 sur toutes les valeurs entières, sauf... C'est que les intermédiaires qui sont... oui, d'accord, effectivement. C'est sinus de n sur n, t'as dit? Non, c'est... Sinus de x sur x, de x sur x. Et... Pourquoi est-ce que sinus de... oui, d'accord. Parce que pi, c'est 1, quoi. Enfin, c'est ça. Ouais, d'accord.
Enfin, c'est 2. Oui, c'est sinus de x sur x, mais c'est renormalisé pour que ta fréquence corresponde à 2π. Bien sûr, ouais. Et c'est ça qui m'avait étonné la dernière fois, tu me disais que ça, si Photoshop permettait ça, ça aurait un avantage qui est que on pourrait redimensionner les photos comme on veut sans perte d'information. Peut-être pas, il y a peut-être une limite à ça, quoi. Si je redimensionne à 2 pixels sur 2, il va pas me le... À chaque fois que tu vas réduire ta photo, tu vas éliminer une partie de l'espace de fréquence. Ouais. Puisque tu vas à ce moment-là supprimer toutes les fréquences qui sont au-dessus de la moitié de ta fréquence d'échantillonnage. Ouais. Mais si tu considères que les fréquences qui t'intéressent sont celles qui sont en dessous de cette fréquence d'échantillonnage, tu peux redimensionner ta photo plus grand que ça, autant que tu veux, et tu n'auras jamais de dégradation. Voilà, en théorie. Ensuite, tu as les problèmes de quantisation qui sont autre chose. Oui, effectivement, il y aura une perte. Qui font que tu auras quand même une perte, mais en supposant que tu utilises par exemple des nombres flottants, 64 bits, tu peux rééchantillonner ton image 1500 fois et elle ne sera pas dégradée. Alors qu'avec tous les autres algorithmes d'interpolation, comme ils ne sont pas parfaits, ils vont toujours introduire une petite partie d'aliasing, et si tu le fais à répétition, au bout d'un moment, l'aliasing va te faire une tonne de bruit. Donc du coup, tu auras une dégradation du signal. Ça, ce serait intéressant. Rien que pour ça, je trouve que ce serait pas mal que ce soit dans Photoshop ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même assez rare les gens qui s'amusent à faire de la redimension d'images itérées, aléatoires. Je suis pas sûr que... Non, mais ce truc d'XKCD, là, tu sais, la photo qui se dégrade, c'est un petit peu ça, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un phénomène comme ça qui existe, quoi. C'est vrai. De manière générale, ensuite, s'il y avait moyen d'arriver à faire en sorte que les manipulations des images et de toutes les données numériques soient non destructives, ce serait un petit peu génial. Mais bon, malheureusement... À l'heure actuelle, la seule manipulation qui soit non destructive dans le domaine informatique, c'est la copie, grosso modo. Donc c'est un peu limité, quoi. La très très grande majorité des opérations que tu effectues sur une donnée numérique va dégrader cette donnée numérique de manière en plus... mal défini, et en plus tu perds l'information de qu'est-ce qui a été fait dessus, donc bon, c'est... Oui, c'est vrai que toi tu aimerais bien qu'il y ait un processus... J'aimerais bien que lorsque tu télécharges une image sur internet, tu aies enregistré à l'intérieur de l'image ou à un endroit où tu puisses le retrouver tout ce qui a été appliqué sur cette image pour en arriver là. Ça, ce serait cool. Plutôt que juste le résultat fini. Avoir le processus. C'est ça. Enregistré. D'avoir le processus enregistré. Ouais. Mais bon, ça, par exemple, tu trouves difficilement ça. Je vais attendre que lui il fasse un peu de bruit. Il y a une dernière partie dont je voulais parler, c'est l'application de ça, mais à la vidéo. Ok. Si tu cherches plus d'informations là-dessus, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de s'intéresser à la théorie du signal. Et c'est ultra classique. C'est ultra classique. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas vraiment les principes parce qu'ils pensent ne pas en avoir besoin. Et en réalité, dès que tu commences à manipuler du signal échantillonné, c'est des choses qui sont très importantes à comprendre, et en particulier quand tu rééchantillonnes du signal. Et si tu t'en occupes pas, tu as des problèmes d'aliasing qui peuvent être des choses qui t'intéressent, hein. Moi je sais qu'il y a plein de compositeurs de musique 8 bits qui font de la chiptune et le son il est aliasé et c'est quelque chose qu'ils veulent. Ouais, maintenant c'est accepté un peu comme une espèce d'effet qu'on connaît parce qu'on l'entend. C'est ça. Mais c'était... Pendant un moment ça l'était pas, quoi. Il y a eu une époque où... disons que les puristes de la Game Boy, quand le son qui sort de la Game Boy il est pas aliasé, hein.
C'est des émulateurs qui font de l'aliasing. Oui, puis il y a une puce dédiée, quoi. Comme l'Amiga, c'est la même chose. C'est la 6502, non, qui fait du... sur Game Boy, je sais plus laquelle c'est, mais bon, la puce en question, elle n'a pas de sample, quoi. Elle a pas de sample, elle a comme l'Amiga, une cloque suffisamment haute pour n'utiliser que des sous-multiples pour faire ses notes, et donc il n'y a jamais cette question de rééchantillonner à une valeur fractionnaire, en fait. Ouais. Donc il n'y a jamais d'aliasing. Et la troisième partie de cette conférence, c'est quand on fait... Alors, la comparaison, ce serait peut-être ce que font des fois les télés quand elles passent un film en 25 images par seconde, en 60 images secondes, ou je sais pas. D'ailleurs, c'est sûrement pas... C'est pas des multiples complets, quoi. C'est un truc un peu bâtard. Et ils rajoutent des... Enfin, il y a des télés qui inventent des images de toutes pièces, je crois. Je sais pas comment ils font ça, mais même sans parler de ça, il y a besoin de mettre des images intermédiaires quand on a 25 images et qu'on est censé en montrer 60 ou je sais pas quoi. C'est le même problème. Quand on avait une pulse avec 3 samples, puis 2 samples, puis 3, puis 2, parce qu'on peut pas en faire tenir 6 ou je sais pas quoi. Là, c'est un peu pareil, et donc il faut choisir soit entrelacer les deux ou superposer ou d'en choisir une, mais j'imagine que mettre 10 images puis 9 puis 10 d'un film, ça se voit, ça clignote ou ça fait des choses pas belles. C'est ça fait que le mouvement est pas fluide. La manière la plus simple, c'est exactement le même problème. Et donc, du coup, ça peut se répondre exactement de la même manière. Ce qui est un peu embêtant, c'est que nos sens, eux, ils se comportent pas de la même manière quand tu parles de l'ouïe, ou quand tu parles de la vision d'une image fixe, ou quand tu parles de la vision d'une image animée. Et donc, du coup, ces notions de fréquence maximale lorsque tu parles d'un film, c'est quelque chose qui fait que si tu te contentes d'utiliser un filtre Brickwall pour extraire toutes les informations que tu as dans ton image et puis ensuite reconstruire à une fréquence plus élevée, ça va pas magiquement te faire ce que ton cerveau attend. Je pense pas. Mais bon, en théorie, c'est une autre instance du même problème, c'est-à-dire que tu as une information qui est continue, qui est une image en mouvement, avec une infinité d'images par seconde, et ensuite tu vas l'échantillonner, et ensuite tu vas la rééchantillonner à une autre fréquence. Le problème, c'est ça, c'est que de la même manière que pour ton cerveau, ça va faire bizarre lorsque tu vas voir des petites vaguelettes autour de tes bords parce que tu as utilisé un Brickwall filter, ton cerveau, ça va lui faire bizarre lorsque tu vas avoir une image qui clignote parce que tu... c'est la question qu'on s'était posée il y a quelques années. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on le fait pour le son de faire un Brickwall un sync qui serait un Brickwall fréquentiel. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas pour l'image alors que c'est des fréquences et que pourquoi pas? Parce que le cerveau va pas l'interpréter de la même manière, je pense. Ça, j'avais fait un petit programme à l'époque, je l'ai retrouvé ce matin. Alors je sais pas si je pourrais faire tourner le programme, mais j'ai retrouvé les fichiers exportés en tout cas, et c'est curieux quoi. Enfin on voit pas ça souvent. Ça doit être vidéo filter, voilà. Bon, ce que fait mon programme, je vais l'ouvrir. Le programme déjà, il génère une petite vidéo toute simple qui est ça. Faut que le GIF se lance. Alors, il y a un problème, c'est est-ce que le logiciel de capture, lui, il va capturer à quelle fréquence il va rajouter. Il va rajouter une couche d'incertitude en tout cas. Mais voilà. Là, ce qu'on voit, c'est juste le programme qui commence par générer ça. Il fait une balle qui rebondit contre les murs. Et après, ce que je lui ai demandé de faire, c'est
admettons que cette vidéo-là soit en 5 images par seconde, ou je sais plus combien j'ai mis un truc un peu où on voit c'est pas lisse, quoi. Fait un filtre Brickwall et reconstitue, en faisant du 60 images par seconde ou je sais pas quoi, à partir de ça, en essayant de s'y prendre comme on ferait pour le son. Alors évidemment, je sais pas comment régler ce filtre, donc j'ai fait plein de tests différents qui ont des résultats très, très différents selon les paramètres que j'ai mis, mais c'est un peu... j'ai un peu testé, honnêtement, avoir le temps qu'il démarre. Non, il est là, il s'est démarré, et voilà. Voilà, par exemple, ça fait ça. Les couleurs, ça passe du gris au noir pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça fait des petites vaguelettes, quoi. J'espère que ça se verra sur la capture d'écran. Là, les vaguelettes, elles vont en sens inverse. Oui, c'est marrant. Mais c'est pas toujours le cas. Selon les paramètres que je mets, des fois elles vont dans le même sens, mais je pense que ça fait un peu ce phénomène comme quand il y a une roue de voiture dans les films qui semblent tourner à l'envers. Mais je trouve que le fait que ça fasse des vaguelettes, finalement ça donne un tout petit peu l'impression, enfin comme les vaguelettes vont en sens inverse, ça donne vaguement l'impression que la balle avance, enfin que ça fait des intermédiaires. Je trouve, je sais pas si Parce qu'au passage, la roue de voiture qui tourne à l'envers, c'est de l'aliasing. C'est de l'aliasing, oui, c'est ça. Ah, je vais montrer, enfin je continue, je les ouvre tous, c'est plus ou moins, enfin il n'y en a aucun qui est vraiment réussi au sens où on s'y attendrait, mais ça fait des choses plus ou moins jolies selon le... hop, voilà, celui-là très bizarre. Là j'ai mis une longueur d'onde très grande, j'en suis quoi, 1, 2, je vais tous les démarrer et puis... C'est plus un truc comme ça que j'imaginais, ouais. Ouais. Ah. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Attends, revenez les enfants. Voilà, c'est... Je sais pas trop quoi penser de ça, mais ça répond en tout cas à la curiosité qu'on avait de qu'est-ce que ça fait d'appliquer un filtre. Celui-là, je l'aime bien aussi. Là, je pense que celui-là, on le voit pas parce qu'on est devant. Je vais nous enlever. Hop. Celui qui me semble être le plus proche de ce que j'aurais imaginé, c'est celui-là. Là. Celui-là. Le gris, non, celui-là. Ouais. Même lui, j'ai dû mettre la fréquence beaucoup trop grande. Déjà, trop petite. Il est sur fond gris. Celui-là. Hein. Ouais. Donc du coup, tu vois les parties positives et négatives. Ouais. Donc déjà, oui, ça c'est pas mal. Et effectivement, c'est ça. C'est une sorte de vague. Alors je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. C'est un nom. Les petites vaguelettes autour des discontinuités lorsque tu appliques un filtre passe-bas, ça s'appelle... c'est un nom, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais ça ressemble à ce que j'imaginais, ouais. Mais du coup, notre cerveau interprète pas du tout ça comme quelque chose de naturel. Voilà, c'est le problème. Il est petit, hein. Toute cette partie-là, ça consiste juste à montrer une balle sur à mettre la balle sur une séquence d'images, et puis après là chaque image c'est pas l'optime de l'enfer, hein. Le cinch je le recalcule à chaque fois que j'en ai besoin. Ah oui. Le sync ça met un peu de temps, je crois. Je sais pas si ça, je vais essayer de le lancer, on va voir, mais ouais. Mais bon, je crois que ça mettait de toute façon 2-3 minutes à juste générer une seconde. Non, ouais, si, voilà, il commence là. Oui. Bon, je pense que là, il y a aussi le fait que j'ai le logiciel de streaming activé en même temps qui ralentit beaucoup. Ouais. Qui ralentit.
Mais j'aurais aimé, en fait, là, voilà, c'est ça, je l'ai fait sur des balles, là. Mais peut-être faudrait que j'essaye de passer un vrai film dedans. Tu sais, des vraies images filmées. Je sais pas, ne serait-ce que par curiosité pour voir ce que ça fait de filtrer du mouvement, quoi. Ça se trouve, ça peut être un effet rigolo, au moins esthétiquement. Tu vas voir certainement des sortes d'images fantômes avant et après le mouvement. Ouais, c'est ça. Je pense que si je me mets là, que je fais ça, comme j'enlève ma tête, on va voir ma tête qui oscille là. Mais il faudrait le faire sur, je sais pas, un film avec des poursuites en bagnole ou je sais pas quoi, on comprendrait rien, quoi. Bah voilà, je crois que on a fait le tour de la question là à peu près. Ouais. Toulouse, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et salut, n'oubliez pas de... J'ai pas trop quoi. Bonne nuit les petits.